vais appeler les 5 participants à la première table ronde à monter sur scène. Donc, Dominique Brogis, Emmanuel Cudry, Marie-Christine Audry, Christophe Tirabi, Emmanuel Jarda et moi-même, donc Annie Kahn, qui vais animer ce débat. Merci beaucoup. Donc vous voyez que cette première table ronde démarre par une affirmation des révolutions en perspective dans tous les secteurs. Mais comme on est ici entre ingénieurs, si j'ai bien compris, on va essayer de vous en faire la démonstration. Et si jamais cette démonstration n'est pas convaincante, à l'issue de cette table ronde, il y aura une session de questions-réponses où chacun pourra faire part soit de son désaccord, soit d'un complément d'explication. Donc évidemment, on attend beaucoup aussi de vos questions. Alors des révolutions en perspective dans tous les secteurs, comme vous l'avez bien compris déjà grâce aux exposés introductifs, sont des révolutions technologiques, mais aussi des révolutions managériales, des révolutions qui vont être importantes non seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les petites entreprises, des révolutions sociétales également. Donc c'est sur tous ces aspects que nous allons essayer de faire la démonstration de l'affirmation en tête de cette table ronde. Et pour le faire, alors on va prendre un cran d'avance, puisque François Lureau nous a bien expliqué que actuellement, d'après l'enquête des ingénieurs et scientifiques de France, il y a environ 1 ingénieur sur 10 qui est créateur d'entreprise. Alors nous, on prend quelques décennies d'avance, et vous voyez qu'autour de cette table, qui n'est pas ronde, mais qui est linéaire, comme c'est souvent le cas, il y a donc 4 créateurs d'entreprise et une représentante de grande entreprise, Emmanuel Jarda. Donc il y aura la lourde tâche de faire la part de toutes les révolutions qui attendent les grands groupes. Alors pour parler des start-up, des petites entreprises, donc vous voyez dans l'ordre, Dominique Brogis, présidente de Midphone, Emmanuel Cudry, président de Cofreo, Marie-Christine Audry, présidente d'Enginesoft, et Christophe Tirabi, président de RoboSwin. Alors vous aurez remarqué aussi qu'en matière de proportion de genre, on est aussi très très en avance, puisque à peu près 50% de femmes, puisque je peux me mettre dans le panel quand même, 50% d'hommes, donc vous voyez, on est bien un cran d'avance là. Donc je pense que notre démonstration déjà est quasiment faite avant même qu'on démarre, mais enfin, on va quand même commencer. Alors je vais demander à chacun, parce que pour Emmanuel Jarda, Orange, on connaît pas mal, mais en revanche, les autres sociétés que vous représentez sont peut-être moins connues du public. Marie-Christine Audry, donc l'honneur est à vous pour démarrer. Enginesoft, donc vous m'avez dit que c'était une SS2I spécialisée dans la simulation numérique, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord, oui, effectivement, je fais de l'ingénierie et je distribue des logiciels. Le premier secteur, celui qui m'a bercé au long de ma carrière, c'est la mécanique des fluides. Et puis, je suis aussi sur d'autres secteurs maintenant. Je fais un peu de structure. Enfin, j'ai commencé la structure et je fais aussi de l'optimisation, de calcul et de process. Donc, je pense que pour les ingénieurs, ça vous parle. Je n'ai pas besoin de donner de détails comme je dois le faire parfois dans des environnements très différents où on me dit ça veut dire quoi la mécanique des fluides. Merci. Emmanuel Cudry, donc vous, Cofreo, comme son nom l'indique, plus ou moins, un coffre-fort numérique pour stocker tous les documents RH. Donc oui, un coffre-fort numérique, c'est quoi ? Un coffre-fort numérique, c'est quoi ? On met à disposition notamment des employeurs et des salariés cet espace sécurisé dans lequel ils vont pouvoir conserver leurs documents. Mais il ne suffit pas de les conserver. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la mobilité de ces documents. Et donc, on va faciliter les échanges entre l'employeur et le salarié de façon sécurisée, fiable, avec une forte traçabilité, et qui va permettre, par exemple, de dématérialiser un bulletin de paye, un contrat de travail électronique en ligne, avec signature électronique en ligne, et l'ensemble des documents que l'employeur aujourd'hui a une obligation de remise à ses salariés et qui malheureusement sont fort complexes quand je dois le faire dans le monde papier. Et là, en 2 clics, on lui permet de diffuser, de lui apporter les garanties qu'il a tenu ses obligations. Donc, très orienté effectivement web, on est né dans le web et on est dans le web. Très orienté dématérialisation qui est un sujet qui devient un sujet d'actualité. Ça fait 8 ans qu'on est créé, ça n'était pas il y a 8 ans, mais ça devient un sujet d'actualité. Et puis effectivement, dans des relations complexes, employeur-salarié, et puis les documents du salarié peuvent resservir aussi après dans sa vie par la suite. Merci. Dominique Brogis, Midphone, donc si j'ai bien compris, mais vous allez peut-être me contredire, c'est un peu à la fois une plateforme collaborative et un réseau social pour les villes. Alors je sais que vous n'aimez pas trop le terme réseau social, mais donc vous allez préciser.
Oui, alors oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors moi, de mon métier, je dirige donc une start-up. Nous sommes éditeurs de solutions technologiques de communication. Donc nous sommes dans le monde des applications mobiles. Et pour rebondir un petit peu sur les termes employés, nous, vraiment notre ADN, c'est le challenge qu'on essaye de relever. C'est dans le monde actuel dans lequel nous vivons, où on a tous été super ravis il y a 10 ans en arrière de se dire, mon Dieu, grâce à Facebook, on retrouve le petit copain en culotte courte qu'on a connu en CP, c'était merveilleux. Et puis aujourd'hui, on arrive en 2015 et on se dit tous, oh là là, mais j'en peux plus de mes mails, je pars en vacances avec mon ordi pour trier mes mails, vivement mes vacances pour trier mes emails. Donc moi, le challenge que j'essaye de relever avec la start-up, c'est de dire, vive la communication, mais surtout aujourd'hui, mettons en place des solutions qui sont des plateformes collaboratives de travail. Également, à côté de ça, il y a un réseau social parce que nous, notre cœur de métier, c'est de recréer du lien, de favoriser le lien, de permettre une meilleure structuration et de mieux fédérer et d'animer des environnements dédiés de travail, etc. Mais c'est surtout ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'on ne rate plus jamais quelque chose qui nous intéresse dans la communication et qu'on ne se laisse pas polluer par ce qui ne nous intéresse pas. Ce qui, en 2015, je vous assure, est un énorme challenge. Merci. Donc, on vous avait dit tous les secteurs. Donc là, on parle de la communication et du lien entre personnes. À Christophe Thirabi, qui lui a créé une société RoboSwim, qui est donc une société d'ingénierie spécialisée en robotique. Donc là, on n'est plus dans le lien entre humains, on est dans le lien entre humains et robots, si j'ai bien compris. Ouais, ça, donc RoboSwim, c'est une société d'ingénierie, donc une société donc, qui fait du développement. On excelle aussi bien dans la mécanique, l'électronique, le logiciel embarqué. Et c'est vrai que ce bureau d'études travaille donc sur différents projets. Et on a, c'est vrai, un porte-étendard qui est pas un des moindres, donc c'est Jessico, le robot poisson. Donc j'en ai amené un ici qui est sur la table, mais j'invite donc la régie à diffuser une petite vidéo. Ça va partir. Voilà, donc je ne vais pas beaucoup parler. Hein, donc ici, c'était en Corée, un spectacle haut en couleur. Ici, donc un banc de robots poissons. Alors des compagnons très attachants. Alors un robot donc qui est biocompatible et qui est capable de nager avec des poissons vivants. Et on a aussi donc un aquarium transportable pour l'événementiel, avec bien sûr l'option donc interaction. Voilà. Donc c'était quelques images donc sur notre robot poisson Jessico. Je vais en dire quand même quelques mots. Aujourd'hui, nous avons 2 marchés pour Jessico. Le premier, c'est l'événementiel. Donc Jessico, c'est un vrai attracteur. Donc c'est un vrai attracteur de public sur un salon professionnel, sur un événement privé, sur un événement public. C'est vraiment l'attracteur, ce qui va permettre donc d'attirer le public, de l'émerveiller et donc de faire ce lien donc avec la marque. Avec la marque ou avec une marque, un produit, un stand sur un salon professionnel par exemple. Notre deuxième marché, c'est celui de la décoration, de haut niveau. On est plutôt, dans ce cas-là, dans les hôtels de luxe, dans les centres commerciaux, dans les musées, les boîtes de nuit, par exemple, et voilà. Donc les sièges d'entreprise. Dans ce cas-là, on est vraiment dans de la décoration de très haut niveau, avec donc disons une liaison qui est faite avec le client, en partenariat donc avec l'architecte d'intérieur. Et donc on va là créer, disons, donner cette image, ce lien et créer cette ambiance dans le lieu. Donc outre ce côté technologique, il y a aussi bien sûr ce côté d'apporter une certaine sérénité aux gens qui sont là et qui sont vraiment donc le public attiré par ce lieu. Voilà, c'est ça.
Oui, le robot crée du lien, donc contrairement à ce que je disais au départ. Et donc, vous, Emmanuel Jarda, donc, pardon, oui. Vous êtes donc la représentante d'un grand groupe, Orange. Donc là, on ne va pas vous demander de le décrire parce que ça prendrait, je pense, tout le temps imparti. Vous êtes directrice de l'innovation. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste votre rôle? Donc, vous n'êtes pas en charge de la recherche et du développement, vous êtes en charge de l'innovation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je suis directrice innovation et RSE. Et je pense que, j'avais essayé de compter en France, on doit être 2 à avoir ce poste innovation et RSE. Donc en fait, c'est 2 choses. Soit on fait de l'innovation responsable, soit on est responsable en étant innovant. Donc l'innovation responsable, c'est notamment la socio-éco-conception de services. Donc on essaye de concevoir des services qui, dès le départ, vont être bons pour la planète, bons pour les salariés, bons pour la société, bons pour l'environnement. Donc voilà, socio-éco-conception de services. Et si on prend l'autre angle, donc être responsable en étant innovant, il y a tout ce qui est aussi tout ce qui est bonheur au travail. J'imagine que vous avez tous vu ou entendu parler au moins du film qui a été diffusé sur Arte, Le bonheur au travail. Donc moi j'essaye de faire un peu la même chose dans un grand groupe, donc de voir qu'est-ce que ça pourrait dire, de travailler autrement en termes de management. On fait des animations sur les nouveaux modes de management 3.0, l'holacratie, qu'est-ce que ça voudrait dire chez nous. C'est aussi travailler beaucoup avec la société et notamment les grandes tendances, donc faire rentrer des notions qui sont pas forcément innées. Ça paraît bizarre, pourtant on pourrait se dire chez Orange il y a énormément de données, hein. Si on essaye de regarder dans les télécoms, c'est un des secteurs où il y a le plus de données, donc le secteur du big data, ça devrait être dans l'esprit de tous, ça l'est pas forcément encore, donc essayer de travailler sur les nouveaux business models et notamment l'impact du big data dans les entreprises, et travailler aussi autrement avec l'écosystème en organisant des hackathons. Moi, j'ai une grande croyance dans ces nouvelles façons de faire. Je pense que dans quelques années, on travaillera plus que, j'espère, depuis chez soi, justement pour sauvegarder un peu l'environnement, peut-être avec des poissons. Mais en tout cas, dans ce que disait Christophe, il disait on travaille dans les boîtes de nuit, donc dans les entreprises. Donc effectivement, pour que les boîtes qui sont les entreprises ne soient pas aussi, qu'on n'y travaille pas jour et nuit, comme ça arrive encore, qu'on puisse travailler en respectant l'environnement depuis chez soi, et puis avoir des moments où on mélange justement, on n'est pas que dans le virtuel, on n'est pas que dans le trier mes mails dans les vacances, mais en étant tous ensemble, donc par exemple dans des hackathons. Ok, donc vous nous expliquerez peut-être plus en détail tout à l'heure exactement en quoi ces hackathons consistent et autres. Mais donc maintenant, je vais me tourner à nouveau vers Christophe pour un peu ce deuxième point de la table ronde, quelles sont les révolutions que vous allez vraiment devoir affronter? Parce que quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit que en fait, les questions techniques allaient devenir de moins en moins importantes. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'ingénieurs si les questions techniques sont de moins en moins importantes? Alors donc, qu'est-ce qui va changer là? Non, en fait, effectivement, l'idée générale, c'est que aujourd'hui, on a un peu une scission entre les spécialistes, qui sont chez les éditeurs de logiciels, les fabricants de circuits électroniques par exemple, les fabricants de sous-ensembles, et l'ingénieur au quotidien qui va faire les produits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on compare à il y a 20 ans, 30 ans, il y a besoin de beaucoup moins de technologie directement pour faire un produit. Et l'idée, c'est que là, un petit peu la spécificité d'un ingénieur français, c'est vraiment qu'il a une notion de l'architecture système. Et c'est ça qu'on attend aujourd'hui et qui reste important. Je pense que c'est vraiment le point fort des ingénieurs aujourd'hui, notamment en France, c'est ça, c'est d'être capable d'avoir cette vision globale, parce que faire quelque chose de très simple, qui devient de plus en plus accessible, même pour des étudiants qui sortent de l'école, c'est vrai que c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui fait la différence, c'est vraiment une vision globale, avoir fait des études relativement... Enfin, je suis partisan d'un système où on a eu des études généralistes assez longtemps pour avoir une vision, connaître parfaitement les sciences, les technologies de façon générale, pour justement savoir exactement, quand on est sur un système, savoir vraiment les différents éléments. Voilà. Un exemple que je donne, dans le robot, par exemple, il y a un aimant, un système. Voilà, c'est important d'avoir fait le cours sur les circuits magnétiques, par exemple, pour savoir comment on va mettre une vis, quel matériau utiliser. Ça, c'est quelque chose qu'un bidouilleur, entre guillemets, un autodidacte,
qui finalement répond au fur et à mesure aux questions qui se posent, va pas forcément voir, il risque de passer à côté et de perdre beaucoup de temps. En ayant une formation avec une vision très générale et très globale du système, on avance beaucoup plus vite. Et donc c'est ça la notion d'architecture. Donc, enfin voilà. Ok. Donc Emmanuel Cudry, vous êtes un peu la démonstration de ça, puisque vous m'avez dit que vous n'aviez pas pris d'option informatique dans vos études d'ingénieur, et pourtant c'est bien un peu ce que vous faites maintenant, quoi. Depuis le début. Ouais. Et depuis le début. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que dit Christophe, je dirais que ce que j'en ai tiré de mon école, au final, c'est deux grandes choses. C'est des concepts. Et c'est vrai qu'on manipule beaucoup de concepts tous les jours et ça permet de toujours remonter le débat d'un niveau quand on rencontre quelque chose de nouveau et pas de se retrouver dans le mur. Et puis des outils. Alors, faut le prendre dans le bon sens du terme, mais je dirais des outils primaires, comme pour la palette des couleurs. C'est-à-dire qu'on m'a donné des outils qui ne me servent jamais au quotidien. Néanmoins, je vais en prendre des petits bouts tous les jours pour faire un nouvel outil, pour aller chercher une nouvelle solution, pour essayer de répondre à un nouveau problème qui est apparu ce matin, pour répondre à une question d'un client. Donc on est vraiment dans cette logique. C'est ça que moi j'ai apprécié dans ce type d'études. Je considère que j'ai fait des études généralistes en ayant fait ces écoles d'ingénieurs qui aujourd'hui sont vraiment pour moi une palette d'outils que j'aurais jamais eu ailleurs et qui me permettent au quotidien de ne pas me retrouver dépourvu et de pas être angoissé en me disant qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que je vais avoir à faire. On a tout ce qu'il faut effectivement pour pouvoir répondre aux défis qu'on rencontre chaque jour. Merci. Alors Dominique Brogy qui rigole là, juste à côté de vous, Non, je vais se dire oh là là, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que voilà, allez-y là, dévoilez-vous un peu là. Non, mais je souris parce que moi, je suis l'outsider total. Je dirige une société. D'abord, moi, je ne suis pas ingénieur et je dirige une start-up où il n'y a aucun ingénieur. Donc, vous voyez, je suis navrée, je ne suis pas dans vos cursus. Non, je rebondis sur le fait de dire, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le côté généraliste. Je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez certainement des tas d'armes qui vous permettent d'anticiper des choses. Mais moi, ce que nous faisons, on privilégie totalement les gens qui ont des masters en informatique, qui ont une expérience terrain, parce qu'on est dans un domaine qui évolue tellement vite, mais tellement vite, que même moi, à la tête de ma société, ce que je fais aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a commencé à faire il y a 2 ans. Et ça nous prend vraiment des compétences. Alors, l'analyse terrain, ça nous prend vraiment d'avoir des experts de ce que nous faisons précisément, qui sont ces fameuses applications mobiles, un expert de l'environnement du monde de l'application mobile, et puis, enfin ce que j'appelle un expert, et puis une véritable capacité à analyser le marché, les besoins et à répondre à des véritables besoins. Donc moi, je vais donner un exemple très bête, mais très bête, qui parle pas mal. Chez Midphone, on a 4 secteurs B2B. On amène des solutions, aussi bien on a 4 marchés, les collectivités territoriales, le monde de l'enseignement, le monde de l'entreprise et le monde de l'association. Moi, quand je rencontre, par exemple, des collectivités territoriales, aujourd'hui, vous entendez tous parler des smart cities. Donc, il doit y avoir beaucoup d'ingénieurs qui planchent sur les smart cities. Et moi, lorsque je rencontre les élus, je leur dis, je suis navrée, je ne sais pas encore faire pousser un arbre dans un ascenseur. Par contre, amener une réponse sur un problème d'aujourd'hui, c'est mon rôle. Moi, je n'ai pas la capacité à réfléchir sur la ville de demain et d'après-demain, sur tout ce qu'on peut y faire et y mettre avec toute la techno. Mais déjà répondre à une problématique d'aujourd'hui où on est tous confrontés à cette problématique, où on a tous besoin d'une solution. Et avec ma petite bande d'experts à moi, on est capable d'amener cette solution. C'est pour moi une grande fierté, même si je ne suis pas ingénieure. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt cette vision-là, qui est vraiment une vision concrète. Je ne me dirais pas autodidacte non plus pour autant, mais voilà, c'est notre rôle dans notre métier de start-up. Nous, on veut des masters en informatique, des gens qui ont été sur le terrain, qui ont commencé à coder des choses et qui vont pouvoir répondre vraiment à un ordre donné. Donc, encore une fois, il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Marie-Christine, est-ce que vous pouvez prendre le micro d'à côté pour faire circuler le micro, parce qu'il en manque un du coup de ce côté-là. Voilà. Donc oui, Marie-Christine Ogli, vous êtes ingénieure, je crois, non? Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Emmanuel Cudry, là, Dominique Brogy plutôt? Alors, je suis ingénieure sans l'être, puisque j'ai fait des études de géologie et qu'en général on dit un ingénieur en géologie, mais je ne suis pas généraliste, puisque là pour le coup c'est très ciblé. Je travaille dans le domaine de la mécanique des fluides depuis 25 ans, mais il est vrai que je ne fais appel qu'à des ingénieurs, parce que nous travaillons sur des secteurs donc très pointus, des études en général. Quand on nous consulte, c'est parce que ce sont des problématiques que les entreprises ne savent pas résoudre elles-mêmes. Donc,
à la base, les gens que je recrute vont être des ingénieurs ou généralistes ou mécaniciens et ils vont être formés en interne. Mais ce que je recherche avant tout, ce sont des gens qui ont la connaissance des outils informatiques. Alors souvent, on me dit « Ah, tu fais de la simulation numérique, donc tu n'as que des informaticiens. » Alors je n'en ai aucun. Parce que même pour gérer ou administrer notre système informatique, c'est un des ingénieurs qui le fait et qui n'est pas informaticien. J'ai des gens qui développent aussi, mais qui à la base sont ingénieurs en mécanique des fluides, ingénieurs en mécanique de manière générale, ou qui peuvent être aussi. J'ai un chimiste, j'ai quelqu'un qui a fait un PhD en aérodynamisme, donc c'est pas. Je crois qu'on peut avoir les deux. Tout dépend du secteur sur lequel on se trouve. Et vous avez tout à fait raison. Dans votre domaine, c'est vraiment des gens qui développent avant tout et qui n'ont pas besoin d'être ingénieurs. Et il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas une école d'ingénieurs, ingénieurs en informatique, ça commençait. Par contre, pour d'autres domaines, on se sent peut-être démuni si on n'a pas face à soi un bac+5. Alors en plus, c'est très français d'avoir des écoles d'ingénieurs. On en est très fiers, c'est bien, mais c'est aussi très français. Quand on doit expliquer ça, donc je me tourne vers le président international, mais dans la plupart des pays, ça se passe dans les universités. Et quand on parle de nos écoles, ils nous disent « mais c'est quoi une école d'ingénieurs, ça correspond à quoi ?» Merci. Alors aussi, parce que dans les exposés aussi introductifs de François Lureau, on posait cette question d'éventuelle pénurie d'ingénieurs, etc. Et donc vous m'avez dit, mais moi la pénurie, au contraire, elle n'existe pas. Et j'ai même, je vois arriver une concurrence d'ingénieurs qui se font payer à peine le SMIC. Et bon, alors expliquez-nous ça un peu. Faites-nous part de votre expérience. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, peut-être aussi parce que je commence à être connue dans notre environnement, je reçois des CV aussi bien d'écoles centrales que d'écoles plus modestes, mais je reçois depuis depuis 1 an, beaucoup de CV. Alors de pays, je dirais, du Maghreb, souvent Tunisie, mais également italiens et espagnols. Et j'ai reçu des CV de candidats espagnols disant « je suis prêt à venir travailler pour le SMIC français ». Parce qu'ils ne trouvent pas dans leur pays, parce que le taux de chômage des jeunes avoisine 40% et qu'ils sont tout à fait prêts à aller travailler à l'étranger pour 1 500 €. Alors que si on arrive à Paris, avec ça, on paye le loyer et juste les frais de base. Et pour les Italiens, alors c'est vrai que je travaille avec des sociétés italiennes, que je suis connue en Italie, c'est peut-être la raison, mais c'est le même phénomène. C'est surtout l'Italie du Sud. Ils ont beaucoup de mal à trouver aujourd'hui des postes. Ça ne veut pas dire que les entreprises italiennes licencient, mais par contre ne recrutent pas du tout. En France, on a des secteurs qui ne recrutent pas, mais on en a d'autres qui recrutent. Si on prend aujourd'hui, on va avoir sur le marché un certain nombre d'ingénieurs venant de chez Areva. À l'inverse, les années précédentes, c'était eux qui venaient recruter chez moi. Donc là, maintenant, c'est peut-être moi qui vais les recruter chez eux, ce qui me permettra d'avoir des ingénieurs expérimentés, parce qu'il est vrai que tous ces candidats, pour lesquels je reçois des CV, ce sont des débutants. Ok, merci. Donc, Emmanuel Jardin, on a bien vu, on a parlé du métier d'ingénieur, et tout à l'heure, vous nous disiez ce qui change aussi les révolutions et ce dont vous vous occupez en matière d'innovation, c'est aussi des innovations managériales. Donc, vous avez prononcé un certain nombre de mots que peut-être tout le monde n'arrive pas complètement à décrypter. Vous avez parlé de hackathon, vous avez parlé de bonheur en entreprise, etc. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu là-dessus ? Alors, les hackathons, ça vient du mot hacker, comme hacking et marathon. Donc, au départ, c'était plutôt chez les GAFA, donc les Google, Apple, Amazon, Facebook, qui voulaient débugger super rapidement en mangeant que de la pizza et en buvant du Red Bull pendant 48 heures. Et on disait, faut débugger le truc. Et voilà. Et donc, l'idée, en tout cas, c'est de prendre un timing pour pas avoir des projets qui durent 18 mois, comme la plupart du temps on a dans les entreprises, en tout cas dans les grands groupes, et de mettre tout le monde ensemble pour se dire, on va trouver une solution à la fin. Et je pense que, alors moi justement, quand on fait ces hackathons-là, on ne sait pas qui est qui. Et alors on mélange des gens de COMEX, de grands groupes,
La dernière fois, il y avait des gens du COMEX de GDF Suez avec des stagiaires, avec des retraités, avec des startups. Et en fait, on ne sait pas qui est qui. Ce qui compte, c'est la motivation. Et tout peut s'apprendre. Moi, je pense franchement que quand on dit effectivement diplôme, c'est un peu triste de voir toute notre vie qui dépend d'une école qu'on a pu faire avec toute la chance que ça présuppose derrière. Et en fait, tout peut s'apprendre. Si on prend l'exemple de Telsa, ils ne savaient pas faire de voitures. Pour faire des voitures, ça leur a pris 18 mois. Donc 18 mois, c'est quand même pas grand-chose. Donc voilà, il y a énormément de techno qui apparaît maintenant. Donc tout peut s'apprendre. Il faut surtout rester agile dans sa tête. Je pense que ça, c'est le plus important, de continuer d'apprendre à apprendre, de faire du code, parce qu'on parle d'informaticiens. Dans des grands groupes, souvent, on a beaucoup d'informaticiens et on se dit que c'est pas forcément les profils dont on a besoin. On a besoin de profils de codeurs. Si on compare justement au GAFA, où il y a beaucoup de codeurs. D'ailleurs, tous les gens qui rentrent, que ce soit RH, marketing, on leur demande ce qu'ils savent coder. Donc, cette partie-là, en revanche, pour moi, on s'en rend pas assez compte. J'ai vraiment l'impression que le monde est drivé par les GAFA et donc drivé par des codeurs qui sont pas forcément justement, alors je dirais pas généralistes, mais avec une vision même humaniste, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément sociologues ni philosophes, et pourtant c'est eux qui vont décider de notre vie tous les jours, qui vont décider que si on fait tel geste sur la tablette, c'est ça que ça veut dire, que voilà, qui vont nous apporter aussi tous les algorithmes de choix dans les réseaux sociaux, qui fait que on va avoir des choses qui nous plaisent, on va avoir la pub, enfin tout ça, c'est décidé par des gens qui sont pas forcément des grands humanistes. Donc je pense que au-delà d'avoir un bon diplôme généraliste, ce qui compte, c'est vraiment la motivation, le fait de pouvoir apprendre et surtout le fait de pouvoir se poser des questions, être beaucoup plus dans le questionnement que la réponse. Donc quand on parle de révolution pour ingénieurs, vous voulez dire par là que les ingénieurs doivent avoir l'esprit plus ouvert que jamais et aller vraiment au-delà de leurs connaissances techniques et s'ouvrir à toutes les disciplines, sciences humaines, etc., auxquelles ils peuvent accéder. C'est un peu ça que... Oui, tout à fait. Alors, quand on est dans ma partie RSE, il y a quelque chose, alors je ne sais pas s'il y a des directeurs RSE dans la salle, directeurs développement durable, mais il y a quelque chose, quand on discute entre nous, où au bout d'un moment, on se rend compte que c'est très difficile notre métier, parce que dans la façon dont on compte le monde, dont on comptabilise le monde, dans les bilans, dans les comptes de résultats, c'est toujours que des flux financiers, des flux de matière, mais il n'y a jamais l'impact sur l'environnement. Donc en fait, on se dit, il y a quelque chose qui manque là. Si on pollue la planète, après tout, tout le monde s'en fiche, c'est comptabilisé nulle part. Ce qui compte, c'est d'avoir un chiffre d'affaires, d'avoir de la marge. Il n'y a jamais vraiment ce critère, même si, évidemment, on le dit. Il devait y avoir les crédits carbone, mais c'est un peu... Voilà, pour l'instant, ça reste beaucoup plus théorique que pratique. Et ensuite, au-delà de ça, on compte seulement ce qu'on peut compter. Mais ce qui compte, et je suis sûre que dans les startups, ça doit vraiment exister, mais tous les flux entre personnes qui sont non marchands, donc tout ce qui est connaissance, confiance, émotion, c'est-à-dire si je donne de la connaissance à quelqu'un, mais je vais pas perdre. C'est pas pour ça que je vais perdre ma propre connaissance. Donc c'est des flux qui sont difficiles. Il n'y a pas de KPI, donc c'est difficile pour les managers de dire t'as rempli ton objectif. Et en revanche, je pense que c'est ces flux-là qui font que la société évolue et qu'on devrait mettre beaucoup plus en avant plutôt que ce qu'on a l'habitude de compter. Alors, j'ai vu, vous ne l'avez pas dit là et vous ne l'aviez pas dit non plus quand on s'est parlé avant, mais en regardant, j'ai vu donc là, une trace de vous sur Facebook et donc j'ai vu que vous apparteniez à un club bizarre qui s'appelle le Club des Barbares. Alors, est-ce que ça a un lien avec ce que vous voulez dire maintenant ou... Oui, alors tout à fait. Alors le Club des Barbares, pour donner une explication, c'est marrant, c'est un club sur Facebook, comme quoi on peut avoir des vrais amis sur Facebook qu'on n'a jamais rencontrés avant. Et on s'est dit que le monde dans lequel on vit, c'est pas forcément le monde qu'on veut, et qu'en fait, on a justement toutes les possibilités maintenant. C'est ce qu'on a dit là. Enfin, on a maintenant la technologie qui est beaucoup plus facile. Donc, si on a envie de changer le monde, on peut. Et donc, on a décidé de prendre ça à bras le corps, c'est-à-dire de trouver des solutions pour façonner le monde d'une façon qui nous plaise mieux. Alors, Emmanuel Cudry, je crois que vous avez quelque chose à cœur que vous n'avez pas encore réussi vraiment maintenant jusqu'à présent à mettre en œuvre, changer le monde pour les SDF. Donc là, vous allez quand même très très loin. Effectivement, ce serait une révolution si vous arriviez à la mener à bien, je pense. Oui, si on pouvait l'amener en bien, ce serait avec un grand plaisir. C'est vrai que quand on est créateur d'entreprise, il y a plusieurs choses qui se dessinent. Alors c'est vrai que dans notre structure, il n'y a pas que des ingénieurs, on n'est que 3 sur 11.
et heureusement parce qu'il faut de la mixité. Et c'est vrai que les liens sont extrêmement importants aussi dans l'entreprise et les échanges. Et l'avantage est une petite structure. C'est des choses qu'on peut encore avoir et c'est comment le garantir quand on grandit. Alors pour revenir sur le sujet, c'est que effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure, on était opérateur de coffre-fort. Et puis opérateur de coffre-fort, c'est quand même pas quelque chose de très sexy. Mais en réfléchissant, il y a quand même un sujet qui me perturbe depuis 25 ans, qui sont les SDF. Et qui deviennent pour moi un sujet de plus en plus préoccupant parce que je dirais que malheureusement ce qui était une marge de notre population ne l'est plus aujourd'hui et avec de nombreuses conséquences pour nous. Mais ces personnes-là, entre autres, ont plus de domicile, ils sont SDF ou des endroits de façon épisodique et puis surtout ils n'ont plus rien à eux. Et donc dans notre réflexion qui est de coffre-fort et le coffre-fort va plus loin que ça. Nous, on offre un domicile numérique, tout compte fait aux internautes, dont il y a un coffre-fort. Mais ce domicile numérique, on a eu envie d'en faire un pour les sans domicile fixe. Et donc, on offre un domicile numérique fixe pour ces personnes-là, dans lequel non seulement ils vont pouvoir conserver les documents administratifs, ça c'est ce que va attendre les travailleurs sociaux, c'est ce que vont attendre un certain nombre d'acteurs, mais surtout, et pour nous c'est important, c'est le volet sensible, le volet personnel. Ils vont pouvoir y conserver une photo, un dessin, une lettre, un poème, puisque c'est des personnes qui aujourd'hui, il ne faut pas grand-chose. Une averse, j'ai perdu mes papiers, je me suis fait battre dans la nuit, j'ai perdu mes papiers, je me les suis fait voler, je les ai oubliés en changeant de centre. Et ce qui est fort avec ce projet-là, qu'on a commencé à mener avec le groupe SOS, qu'on aimerait largement élargir ailleurs, je dirais que c'est notre danseuse, en tant que start-up, c'est notre danseuse, c'est d'aller plus loin parce que ce domicile numérique qu'on offre au SDF, c'est non seulement un espace dans lequel je vais conserver des documents personnels, mais tout compte fait, c'est un espace dans lequel je peux commencer à me réapproprier quelque chose. Dans mon errance, j'ai quand même quelque chose qui reste toujours, parce que ce domicile qui est dans le cloud, qui pourrait perturber beaucoup de personnes, pour eux, ça reste un lien en permanence. Ce domicile, parce qu'il y a certains services qu'on a su développer et qui permettent notamment de collecter mes documents administratifs, peut être le moyen de me réintégrer, en tout cas dans notre monde social et dans la façon dont on fonctionne, et de rentrer par la vie administrative, c'est aussi un moyen de se réapproprier sa vie et sa position par rapport aux autres. Donc ça, c'est un projet qui nous tient à cœur, c'est un projet sur lequel on aimerait avancer. On n'est pas travailleur social, donc même si on l'a fait en partie avec le groupe SOS, mais on a vraiment quelque chose à apporter. C'est des projets, on en entend des idées qui fusent tous les jours, qui disent n'importe quoi sur ces aspects-là, que ce soit nos politiques, que ce soit des appels à projets partout. Il y a des solutions qui existent, il y a des éléments qu'on pourrait mettre en place. Et effectivement, pour nous, ça reste un point important, et puis je dirais une petite étoile dans notre quotidien qui est piloté par bien d'autres choses effectivement que ça. Merci Christophe. Vous voulez ajouter quelque chose, j'ai l'impression? Non. Je voulais juste rebondir, moi je ne suis pas sociologue, mais je voulais juste rebondir sur ce que j'ai entendu entre le club des barbares, c'est ça, c'est barbare le mot? C'est ça, les 100 barbares, vous pouvez vous y mettre, hein, c'est un club ouvert sur Facebook. Donc le club des barbares. Bienvenue Emmanuel. Et ce que j'entendais sur sa volonté de venir en aide au SDF, moi j'avais juste ce commentaire, c'est que je me disais que finalement dans ce monde qui évolue tellement vite, une des belles choses que les nouvelles technologies permettent, c'est de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et d'aller beaucoup dans l'entraide. Parce que si vous regardez le nombre d'actions, le nombre de projets qui sont mis en œuvre pour aller dans l'entraide en fonction des expériences personnelles, il y en a énormément sur tous les sujets. Et malheureusement, la technologie, ça coûte cher. Alors, je vous rejoins parce que nous, on le fait aussi. Nous, on a un réseau social qu'on a lancé qui s'appelle Fabtown, la ville fabuleuse. Et ce réseau social, on l'a lancé, mais ça devient vite, entre guillemets, une danseuse parce que c'est pas fait pour amener de l'argent. Ça coûte immensément cher, surtout que nous, on est contre. Je vous disais tout à l'heure, je n'aime pas l'intrusion et je trouve qu'aujourd'hui, on le subit à tous les niveaux. On est contre tout ce qui est la publicité, on est contre tout ça. On veut vraiment faire de l'entraide. Donc, c'est pas un réseau qui est amené à divulguer les données des gens. On n'est pas amené à faire de la publicité. On n'est surtout pas amené à faire de la traçabilité des échanges. On n'a pas de mémoire écran, etc. C'est pour ça que des fois, on me nomme Miss Anti-Facebook. Je suis pas du tout anti-Facebook. C'est simplement que moi, j'ai essayé d'amener une réponse sur de l'entraide entre les gens qui puissent se trouver sur des sujets d'intérêt, des centres d'intérêt. Et de là, grâce à la technologie de la géolocalisation, pour ceux qui le souhaitent, au lieu de rester tout seul dans son coin, parce que les chiffres de la Fondation de France sont absolument affligeants, de l'étudiant en passant par des gens bien plus matures, la solitude est partout, l'isolement est partout, et de se dire, si au lieu de rester chez moi ou être derrière un écran, on pouvait se retrouver au Starbucks, alors excusez ma culture américaine, mais au café du coin, c'est mieux que de rester tout seul. Et donc, voilà, la technologie coûte très cher, on fait tout ce qu'on peut,
Mais je pense que c'est ce qui est beau aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de gens qui mettent ça à profit en ayant un cœur de métier qui est celui où on essaye de gagner de l'argent et de faire vivre nos boîtes, ce qui est un vrai challenge aujourd'hui en France, hein, parce qu'au lieu de, comme je disais hier, au lieu de se poser la question de se dire mais comment on peut aider les PME à aller à l'export, les outils existent, c'est surtout comment est-ce qu'on peut aider aujourd'hui les PME à survivre. Hein. C'est un autre débat, mais c'est vraiment celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et voilà, donc je trouvais juste ça très beau d'entendre le témoignage de mon voisin sur les SDF, c'est tout. Merci. Donc, merci de nous avoir fait part un peu de vos rêves et de vos ambitions. Mais néanmoins, si vous avez ces rêves, ces ambitions et que vous avez peut-être pas mal de chances de pouvoir les réaliser, c'est parce que vous avez eu déjà une carrière brillante. Et donc, je voudrais vous demander aux uns et aux autres, à votre avis, quels ont été le ou les 2 facteurs de succès qui ont fait, peut-être pour les personnes dans l'auditoire qui sont plus jeunes et qui démarrent leur carrière, qui ont fait que vous avez pu arriver au poste où vous êtes actuellement. Donc, je vais peut-être commencer par les dames, parce que c'est quand même actuellement pour des femmes ingénieures le plus difficile. Donc, Emmanuelle Jardin, qu'est-ce qui a été pour vous le facteur de succès? Comment vous avez fait pour arriver à avoir un poste de direction dans un groupe comme Orange? Alors, c'est pas une question facile, parce que c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui a permis une chose plutôt qu'une autre. Souvent, le monde des ingénieurs, en tout cas tel qu'il était, et puis encore plus dans l'IT et tel qu'il est hélas en train de le venir, c'est quand même un monde d'hommes. Et donc souvent dans les réseaux de femmes, on dit que c'est un monde d'hommes forgé par les hommes, gouverné par les hommes. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Alors, moi, je dirais que j'ai quand même adopté des codes masculins, et notamment sur la partie du présentiel. Donc, évidemment, je mets plein de guillemets partout parce que j'ai horreur de la partie stéréotype. Mais en tout cas, j'ai accepté des postes en province plusieurs fois dans ma carrière. Alors que, bon, par ailleurs, j'ai 5 enfants, donc d'un point de vue famille, enfant, c'était pas forcément l'idéal. Donc, parce que votre famille, vous n'avez pas suivi en province, quoi. Bah non, enfin voilà, enfin ils ont chacun leur vie, leurs études, et c'était pas possible, Donc voilà, je me suis imposé des choses où moi on m'a dit, hein, il faut être là à 6 heures le soir dans ton bureau pour montrer que tu es là. Donc cette partie présentielle, c'est quelque chose qui était très important. Bon, alors maintenant, je pense que le monde est en train, justement, avec le monde est en train de se féminiser. Alors même si dans l'IT, les chiffres, c'est en 1985, il y avait mondialement 36% de diplômés IT, et c'est tombé de diplômés femmes EES, et c'est tombé à 16%. En 2014, donc on voit les études supérieures choisies par les femmes qui augmentent dans tous les secteurs, et il y a seulement la partie IT qui décroît à partir de 1985. Donc, ce qui fait que dans les domaines qui sont quand même porteurs, parce que là on vient de le dire, hein, des informaticiens ou des codeurs, enfin voilà, des gens qui savent prendre le monde maintenant à bras le corps, et tout ça se fait grâce au code. Il y a de moins en moins de femmes, donc ça c'est pas une très bonne nouvelle. Voilà, mais sinon les nouvelles valeurs, je pense, comme on disait tout à l'heure, là, le partage des émotions. On dit souvent que c'est des valeurs plus féminines que d'autres. En tout cas, voilà, évidemment, tout le monde doit pouvoir apporter ses émotions en entreprise, mais souvent, on mettait quand même une barrière. Dans l'entreprise, on avait le droit justement à tout ce qui était mesurable, et puis les flux financiers, les flux de matière, et tout le reste, c'était un peu laissé à la porte de l'entreprise. C'était quand on distingue vie pro, vie perso, c'est ça que ça veut dire, c'est que on a 2 vies, donc une espèce de schizophrénie qui est évidemment pas envisageable, enfin pas un bon modèle pour personne. Merci. Marie-Christine Ogli, facteur de succès. C'est toujours difficile à dire, mais j'aurais tendance à dire que ce sont des hommes à différents moments de ma carrière. Le premier qui m'a donné ma chance, puisque c'était une entreprise qui voulait un homme parlant parfaitement anglais et avec de l'expérience en marketing. Et je n'avais rien de tout cela. Donc, il a pensé que j'avais les compétences, il m'a donné ma chance. J'ai eu ensuite, ou parallèlement d'ailleurs, un mari
Et je dis toujours aux femmes, quand elles me disent « mais comment on peut réussir une entreprise, une carrière, etc. » Mais je dis c'est vrai aussi pour les hommes. La première chose, c'est de choisir le bon conjoint, celui qui accepte, qui accompagne, qui encourage. Et c'est vrai dans les deux sens, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, bon, je me suis beaucoup investie dans le monde du militantisme, donc patronal en ce qui me concerne, pour les femmes chefs d'entreprise. Et là aussi, ceux qui à un moment m'ont encouragée en disant « mais tu pourrais prendre la présidence du MEDEF Île-de-France, par exemple », c'était un homme. Mais bon, ceci dit, il y en a 4 qui se sont présentés contre moi pour m'empêcher d'être élue, mais j'ai été élue quand même. Donc, ça a été souvent des hommes qui ont jalonné ma vie et qui m'ont permis de passer. Bon, après, je dirais, est-ce que c'est la chance, le hasard? Est-ce qu'on saisit l'occasion quand elle se présente? C'est très difficile à dire. Souvent, on me pose la question, mais est-ce que quelqu'un d'autre à ma place aurait réagi différemment et n'aurait pas saisi parce que quand le premier poste qu'on m'a proposé, c'est amusant parce que je n'avais pas revu donc mon mentor, parce qu'il a été mon mentor au départ depuis plus de 20 ans. Et nous nous sommes revus il y a 2 jours, lundi en fin d'après-midi, on a pris un café ensemble. Et je me disais que c'était un vrai challenge pour moi. Donc j'aurais pu dire, ils veulent un homme, qu'ils prennent un homme, moi je cherche autre chose. Donc il doit y avoir aussi une part de volonté, une part de... peut-être aussi un peu de challenge, le côté battant. Il faut que... oui, besoin d'avoir un projet tout le temps. Et c'est ce qui continue à me motiver aujourd'hui d'ailleurs. Merci. Dominique Brogy. Alors, votre question au départ, c'est qu'est-ce qu'on dirait aux jeunes, hein? C'était ça la première question. Alors, moi, je dirais la curiosité. La curiosité, c'est ce qui m'a porté à faire la carrière que j'ai faite. L'envie de découvrir et de croquer ce monde. Tout le monde n'a pas la chance de venir de familles où on peut faire de grandes études. Je vous dis, je suis l'outsider, vraiment. Hein. Donc, tout le monde n'a pas la chance de faire de longues études, même avec des bourses scolaires. Ça ne suffit pas tout le temps. En tout cas, dans mon cas, ça suffisait pas du tout. Et puis, il y a eu cette soif d'apprendre et cette curiosité face au monde. Et ça commence tout de suite dans les études. De forcer les portes et de pouvoir aller s'imposer en disant non, mais attendez, regardez-moi, moi j'ai des choses à dire et j'ai envie. Et donc, à partir du moment où vous avez un caractère passionné avec cette drive de vouloir réussir à tout prix ce que vous faites, parce que vous avez une grande capacité d'écoute, parce que le secret, il est là, ouais, c'est de bien écouter ce qui se passe et d'amener des réponses, alors on a un parcours. Donc il faut cette curiosité, il faut aussi un sens de l'altérité, ça vous ouvre énormément de portes, parce qu'à partir du moment, dans un monde qui aujourd'hui est quand même drivé par l'international, il n'y a plus de frontières, il y en a de moins en moins. À mon époque, il y en avait, il fallait prendre des avions et quand on partait, envoyer un courrier, c'est tout ce qu'on avait pour être en relation avec sa famille. Moi, j'ai commencé à faire le tour du monde, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait bien plus tard un fax qui est arrivé. Vous savez, à l'époque, c'était des grosses machines. Il y avait 4 bodyguards pour surtout pas aller vers le fax. Il fallait une demande. Donc, il fallait effectivement avoir un sens du courage et certainement un peu l'inconscience qu'on a quand on est jeune, de monter dans les avions et de dire après tout, moi j'y vais et je fais mon boulot. Donc, il y a eu ce mélange de tout ça. De la patience, mais surtout ne jamais ne jamais non plus respecter les idées préconçues. Je suis pas une militante MLF ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que moi j'ai démarré ma carrière dans le monde des secteurs d'impression d'emballage exclusivement masculin. J'étais la seule qui n'était pas soit une secrétaire ou une assistante. Moi, j'avais déjà ma petite entreprise, etc. Donc ça détonnait totalement. Et donc voilà, il fallait pas. Moi, je ne me suis jamais remise au fait d'écouter les gens autour de moi qui me disaient mais sois patient, tu verras dans quelques temps. Si tu travailles bien, tu finiras, tu seras assistante. Moi, je la regardais, je fais, je crois pas. Et il y a pas longtemps, on m'a demandé d'intervenir justement sur ce thème qui était la patience et le rapport au temps. Et c'est ce que j'expliquais. Donc moi, le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est si vous avez la chance de pouvoir vous armer de diplômes et de connaissances, mon Dieu, mais c'est une chance extraordinaire. Parce que c'est pas parce que moi je n'en ai pas eu que je ne le regrette pas. J'aimerais, mais j'ai pas le temps. J'ai juste pas le temps. Je veux dire, déjà, conduire une start-up, je vous assure, ça prend tout son temps. Mais moi, j'aimerais beaucoup m'ouvrir à des cultures et à des domaines de compétences que je n'ai pas pu avoir. Mais ça ne fait pas tout. Après, il y a aussi autre chose que je dis.
on est entrepreneur ou on ne naît pas entrepreneur. Ça ne s'apprend pas. Je ne suis pas d'accord sur le fait que tout puisse s'apprendre. Il y a des choses, c'est des tempéraments. Il y aura toujours des gens qui ont besoin d'avoir un leader, qui ont besoin de recevoir des routes et qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour effectivement apprendre dans leur domaine de compétences à amener des solutions et le meilleur d'eux-mêmes. Mais ça ne s'apprend pas de naître avec cet état d'esprit. C'est vraiment quelque chose qu'on a en soi et qui se forge et qui se développe au fil des années. Donc moi, le premier conseil que je dirais, c'est si vous avez la chance, faites vos études, prenez un maximum de compétences, n'en faites pas trop quand même. Parce que moi, voir arriver sur le marché du travail des gens de 28 ou 30 ans, franchement, ça m'inspire pas du tout. Donc moi, je veux pas qu'ils en fassent trop longtemps non plus. En plus, j'ai une culture américaine où si vous restez plus de 2 ans dans le même job, on vient vous voir en vous disant tu as un problème, hein, c'est la retraite bientôt. Puis après, je suis revenue en France, j'avais 45 ans. Et là, j'ai même fait une première tentative de revenir en France, j'avais 33 ans. Je suis revenue du Canada et j'avais déjà fait un très beau parcours dans ce secteur. Et à l'époque, j'avais été voir des cabines de recrutement. Ils m'avaient regardé en disant mais mademoiselle, vous avez un problème d'instabilité chronique quand même. Donc tout ça, ça dépend de où on veut faire sa carrière, de comment on veut faire sa carrière. Moi, j'ai pris plein de virages. Mon CV n'est absolument pas une ligne droite. Les nouvelles technologies, c'est une aventure depuis 3 ans seulement. Pour vous dire, moi j'ai tenu une distillerie à Tahiti pendant à peu près 5 ans, donc on est vraiment très très loin du monde des ingénieurs. Enfin si, l'œnologue il était quand même ingénieur, sinon j'aurais peut-être tué toute la population, donc c'était mieux. Mais donc voilà, donc c'est du peps, c'est la curiosité, c'est avoir des bagages parce qu'aujourd'hui il en faut, surtout si vous êtes en France où on ne regarde que ça, ce qui pour moi est un énorme problème. S'ouvrir à l'international et puis voilà, mettre tous ses atouts et ne pas avoir froid aux yeux sans pour autant être une tête brûlée et se présenter comme quelqu'un qui saurait tout, qui sait tout faire. Une des premières qualités, je pense, dans l'intelligence, c'est de connaître son niveau de compétence, connaître ses limites et encore une fois d'avoir beaucoup d'écoute. Voilà mon expérience. Merci Dominique. Et Christophe, donc allez-y. Bon, c'est difficile de passer après ça, mais non, clairement, le premier point pour moi qui est important, le premier facteur de succès que je vois, c'est surtout, c'est vrai que ça a commencé assez vite avec Jessico. Finalement, c'est Jessico qui m'a sorti des grandes entreprises pour partir à l'aventure. Donc, il fallait vraiment, voilà, c'est ça, c'est vraiment cette notion d'aller au bout de ses rêves, de se dire voilà, moi je rêve justement de robots poissons qui viennent quand on les attire, qui peuvent interagir, qui font ce qu'ils veulent. Voilà, je veux créer une vie artificielle. Et c'est vrai que donc ça a été vraiment déterminant donc pour se lancer, voilà, pour se dire. Donc pour voilà, vous, c'est une passion. Quand Dominique voilà. parlait de PEPS, pour vous, c'est une passion. Voilà, c'est une passion, et c'est vrai qu'au départ, quand on a commencé le développement, voilà, c'était pas évident. J'ai quitté les grands groupes, donc j'ai créé RoboSwim. Au début, voilà, il y avait quelques soucis techniques. Mais c'est vrai qu'il y a un jour, donc je me rappellerai toujours, c'est un jour on était en incubateur, ils nous prêtaient la cave, on avait mis une piscine gonflable dans la cave. D'ailleurs, on avait un système de stérilisation au chlore, parce que c'était vraiment l'odeur de la piscine. Et donc, il y a eu une première fois. Cette première fois, ça a été le robot autonome avec un jet à l'avant, donc qui du coup était tout le temps en train d'essayer d'aller vers l'avant et de résister au jet. Et là, on est resté comme ça, scotché pendant une demi-heure à regarder le robot, qui finalement n'avait pas besoin de nous. Donc, c'est là vraiment cette notion de création de vie artificielle, où on se dit, bah, ça y est, c'est bon, c'est gagné. Il n'a plus besoin de nous, il est là, il vit. Voilà. C'est ça le côté aller au bout de ses rêves. Un autre point donc, qui est important pour moi, c'est de remercier mes associés qui sont aussi ingénieurs. Bon, c'est vrai que par contre, je suis vraiment très entouré d'ingénieurs. Mes associés, qui chacun m'ont soutenu toujours, qui me soutiennent toujours, et notamment donc Xavier, qui dès le départ était lui déjà chef d'entreprise. Et c'est vrai d'avoir ce soutien de quelqu'un qui sait déjà ce que c'est que l'entreprise, qui connaît toutes les difficultés, qui me dit OK, toute la partie administrative, les déclarations, TVA, etc., les salariés, tout ça, je vais m'en occuper de mon côté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui rassure beaucoup parce que ça enlève vraiment une grosse épine du pied. Voilà. Okay. Emmanuel, Je veux dire, non, juste, et puis le dernier point, c'est vrai que ce côté, le côté esthétisme, je pense que ça a joué aussi, ce côté, le fait d'arriver à faire un produit qui touche les gens, je pense que ça a été un des facteurs de succès aussi. Ok. Emmanuel, donc le côté créatif, je crois que c'est aussi important pour vous, même s'il s'exprime différemment. Oui, même s'il s'exprime différemment, parce qu'il est beaucoup moins visible et moins esthétique. Mais c'est vrai que ce qui m'a mené, c'est que, en tant qu'ingénieur, je suis rentré
dans des DSI. J'ai fait plusieurs années comme ça. Et puis, premier matin, je suis pas arrivé à me lever. En tout cas, j'avais plus envie de me lever. Ça s'est traduit comme ça. Donc, ça a été un premier arrêt. Donc, j'ai quitté cette société. J'ai repris dans une deuxième société. Et au bout de 3 ans, ça s'est reproduit. Puis envie de me lever. Et donc, c'est qu'il n'y avait plus rien. Et effectivement, j'avais plus envie de travailler sans en connaître l'objectif, sans comprendre à quoi ça servait, et tout compte fait quel était mon rôle au sein de l'organisation. Et ce qui est assez typique quand même des grands groupes en général, pourquoi je me lève le matin et à quoi je contribue dans l'activité. Et donc c'est parti de là. Alors c'est vrai que j'avais fait une opération aussi de création au sein d'une entreprise, puisque j'ai monté une place de marché pour une entreprise, mais c'était très confortable puisque j'avais derrière les financiers, les juridiques, j'étais salarié, donc mais ça m'avait donné un petit peu envie de cet aspect-là, et c'est parti de là, de 2 matins où j'ai plus envie de me lever, et je me suis dit, maintenant faut se lancer. C'est vrai que faut pas le cacher, c'est pas quelque chose de simple tous les matins. On a une grande liberté, qui est la liberté d'avoir des soucis nouveaux chaque matin. Mais on les a cherchés, donc on les vit très bien, nos soucis. On sait qu'on va s'en prendre, donc on les vit très bien. Mais ceci dit, c'est quand même, je crois que c'est une formidable aventure. Il faut en avoir envie. Je rejoins Dominique, c'est-à-dire que on n'est pas tous entrepreneurs, on n'est pas tous comptables, on n'est pas tous informaticiens. Il faut en avoir envie parce qu'effectivement, on est tout seul. Alors on peut être avec des associés, on est aussi avec des collaborateurs très proches quand on est dans une petite structure, donc on n'est jamais vraiment tout seul. Mais la charrette, il faut quand même la tirer régulièrement tout seul. Donc il faut vraiment en avoir envie, c'est une question de caractère, c'est une question de choix de vie, et je vous rejoins. Si dans le couple, ça ne suit pas des deux côtés, ça devient compliqué. Les couples se défont dans ces cas-là, parce qu'il y a quand même des années de vache maigre. Et même quand ça marche, c'est pas forcément des années de gloire encore. Donc c'est un tout. C'est un tout, et c'est vrai que moi, les 2 moteurs que j'ai eus, c'est pourquoi je travaille. Et ça a été un grand moteur. Je comprenais plus pourquoi je bossais. A priori, ça satisfaisait, parce qu'on me payait très cher pour le faire, mais je voyais pas à quoi ça servait. Et puis, de pouvoir recréer sans avoir à dépendre de personnes qui allaient m'expliquer que ce que j'étais en train de faire, c'était vraiment pas bien, ça n'avait aucun sens. Donc, c'était vraiment ces 2 aspects-là, c'était de reprendre tout compte fait ma vie de créateur en main. Et même si, malheureusement, j'aurais bien aimé créer des choses aussi belles, ce que je crée, ça se voit beaucoup moins. Voilà, ça a été ça mes 2 moteurs. Merci beaucoup. Oui. Je veux rebondir parce que c'est vrai que vu d'un grand groupe, c'est sûr que je vois la période de questions-réponses qui s'amenuise. Toute la partie perte de sens, effectivement, c'est super important. Moi, si je pouvais donner un conseil aux gens qui sont encore dans des grands groupes, qui n'ont pas fait leur hashtag job out, c'est de pouvoir dire justement quand vous avez des projets, quand vous avez des choses que vous voulez mettre en place, parce que ça paraît bête, mais sinon personne ne le sait. Et donc il y a sûrement des choses où les grands groupes aussi peuvent aider, mais il faut pouvoir savoir connaître vos envies. Vous avez tous parlé de l'envie qui vous fait vivre, mais il faut pouvoir les exprimer. Voilà. Merci beaucoup. Je pense il me semble qu'on a fait quand même pas mal la démonstration qu'il y avait des perspectives et dans beaucoup de secteurs et dans des entreprises petites ou grandes. Mais néanmoins, donc la parole est à vous maintenant. Si vous avez des questions à poser aux panélistes. Alors, la méthode, vous levez le doigt, je vous passe la parole et après, vous appuyez sur un petit bouton qui est en dessous de votre micro. Alors, allez-y. Qui a envie de voir une des notions qui a été évoquée, précisée ou qui ne serait pas d'accord ? Oui, au fond, là. Donc, vous appuyez sur le bouton. Vous vous présentez si vous avez envie. Oui, Benoît Odile, ingénieur ENSTA. J'aurais une question concernant la question des BRICS, le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui sont en train de créer aujourd'hui, disons, des opportunités de développement de grands projets à l'échelle du monde entier. Et là, on n'a pas beaucoup parlé de grands projets, de révolution réelle, en fait, en termes de niveau de vie des gens. Donc, je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport à ça, notamment le développement massif du nucléaire, des barrages, des canaux, d'un programme spatial commun, le développement de la fusion nucléaire. Enfin, voilà, des choses d'ingénieurs. Merci beaucoup. Donc, c'est peut-être la représentante de... Non, Dominique Brody. Vous m'excuserez, mais moi, je ne peux pas répondre à votre question. Hein. Là, c'est hors de mon genre de compétences. Je peux donner une réponse
en tout cas, côté Orange, il y a des grands emprunts et donc on essaye, alors tout dépend quand même du secteur d'activité, mais de participer et notamment dans la partie cloud et la partie souveraineté des données pour avoir des données françaises. Donc ça correspond pas au programme que vous avez cité, mais il y a tout le programme d'avoir des data centers en France. Et j'aurais juste sur les programmes qui sont cités, certes, mais moi ma première réaction, je dis oui, mais on refait la même chose qu'on fait depuis 30 ans ou 40 ans. Donc notre métier d'ingénieur, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour pas repartir dans du barrage, dans du nucléaire, dans ces choses-là. Voilà, moi je suis loin de ce métier-là, mais aujourd'hui c'est ça que j'aurais envie d'entendre et de me dire qu'est-ce qu'on est capable d'imaginer pour sortir justement de ce qu'on vit depuis 40 ans. Alors moi, à l'inverse, je suis en plein dedans et plus on construit de barrages et de centrales nucléaires, plus je suis contente. Donc comme quoi, on est tous complémentaires, puisque ça me donne du travail. Mais ceci mis à part, c'est vrai que ces grands projets, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on les trouve dans les BRICS, mais c'est ce qui nous manque en Europe, justement, d'avoir de grands projets communs. Alors, il y avait les 34 piliers industriels qui sont réduits maintenant, je ne sais plus combien de projets d'avenir en France. Il y a l'université du numérique ou les grandes écoles du numérique. Ce sont des projets qui sont, alors pas tout à fait comparables parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, parce qu'on est dans des pays qui... c'est clair que si l'Europe étaient les États-Unis d'Europe, on aurait beaucoup plus de force. Mais je crois que quand on est un jeune ingénieur, quand il y a des possibilités dans ces pays, que ce soit avec ou sans les sociétés françaises, mais ceci dit, nous avons quand même de beaux fleurons qui sont impliqués dans ces domaines. Je pense à... Même si aujourd'hui il y a des difficultés chez Areva, mais il y a EDF, il y a Honnête pour la partie nucléaire et génération d'énergie, y compris les énergies renouvelables. Mais on a aussi la Compagnie nationale du Rhône pour les barrages. Donc on a de très belles entreprises françaises qui sont impliquées dans ces projets. Et si ça vous tente, c'est vers elles qu'il faut se tourner. Chez moi, c'est beaucoup plus petit, mais... il y a plus de convivialité parce qu'on mélange le côté start-up et les projets grands groupes. Oui, bonjour. Federico Benincasa, je suis ingénieur et entrepreneur. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un petit peu sous-jacent à toute votre discussion qui m'a interpellé. Sur plusieurs interventions, vous avez fait une espèce de séparation entre l'ingénieur et, alors madame, vous avez dit le codeur, mademoiselle, vous avez utilisé une expression un peu plus sympathique, mais enfin, l'idée, c'était quand même des gens qui étaient plus dans la réalité du faire que du réfléchir, parce que le marché va vite, parce que je suis moi-même dans des startups digitales, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la possibilité de prendre le recul qu'on peut acquérir dans une école d'ingénieur parfois. Ma question, parce qu'il y en a quand même une au bout de tout ça, c'est vrai qu'en arrivant en France, moi j'ai découvert qu'il y avait une vision de l'ingénieur qui était un petit peu différente de celle d'où j'ai fait mes études en Suisse, qui était beaucoup plus un ingénieur patron par rapport à un ingénieur faiseur. Ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles générations, avec le fait que beaucoup d'écoles ont fait des efforts dans ce sens-là, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous pensez que la nouvelle génération d'ingénieurs, on va dire des gamins qui ont 28 ans, 27 ans, j'en ai 41, ont gardé ce côté un petit peu hautes écoles françaises qui parfois, vu de l'étranger, étaient un petit peu fermées? Ou est-ce que vous avez affaire à des jeunes qui sont pour la peine pleins d'énergie, d'envie, d'innover et de créer comme pourraient l'être des codeurs, madame, ou comme pourraient l'être des salariés que vous embauchez, mademoiselle? Alors, écoutez, c'est très flatteur, la mademoiselle, j'ai 49 ans, je suis archi flattée. Écoutez, c'est difficile un peu de répondre à votre question pour deux raisons. Moi, j'ai fait toute ma carrière à l'étranger, donc j'ai pas beaucoup de recul sur le marché français. Et à chaque fois que je suis revenue sur le marché français, je me suis heurtée à ce côté, comment vous dites, où les choses sont dans des boîtes très précises, avec il faut correspondre, il faut cocher les box, sinon on peut pas rentrer. Donc ça m'est difficile de parler du regard des jeunes. Moi, les jeunes que je rencontre, oui, aujourd'hui, je trouve que les jeunes ont du mordant, ils ont une grande envie de faire des choses et de s'adapter. Ça ne m'étonne pas du tout que vous receviez des CV d'ingénieurs qui sont prêts à démarrer au SMIC, mais pour qu'on leur donne un projet et qu'ils puissent se réaliser. C'est vrai que, si vous voulez,
pour mon métier, mon secteur, mon domaine d'expertise aujourd'hui, c'est vrai que l'ingénieur, pour moi, il est plutôt qualifié sur une connaissance beaucoup plus large. Et un expert qu'on aura peut-être cherché, à partir du moment où on va vouloir rentrer sur des domaines d'algorithmes ou des choses comme ça. Mais c'est pas du tout ce qu'on fait chez moi. Donc, de ce fait-là, on n'est même pas... D'abord, on ne reçoit pas de CV d'ingénieur, pour tout vous dire. On passe par des cabinets de recrutement qui sont spécialisés dans le digital. Et des fois, on va nous présenter des jeunes qui vont nous dire ingénieur informatique, mais ils n'ont pas le réel titre d'ingénieur. Ils sont pas certifiés centre. C'est quoi le centre de le CTI? Ils n'ont pas la certification CTI. Donc c'est compliqué pour moi de vous répondre parce que je manque de recul terrain. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les jeunes que je vois aujourd'hui sur le marché français, ils ont une véritable envie d'entrer dans un projet, et c'est d'abord le projet qui les motive, et donc ils sont prêts à s'adapter à beaucoup de choses, que l'effet inverse de dire, ce qui était peut-être le cas il y a 20 ans, je sors de l'école X, donc j'ai droit à un job X, et en dessous d'un salaire X, je ne me lèverai pas le matin. C'est vrai que ce côté-là, moi, je ne le vois plus du tout, alors qu'il y a 20 ans, on le voyait énormément. Aujourd'hui, c'est vraiment l'envie de travailler, l'envie de saisir un projet et puis de participer à cette force vive de l'entreprise. C'est ce que je vois. Pardonnez mon ignorance sur le côté ingénieur, encore une fois, ce n'est pas du tout un monde que je fréquente et qui vient non plus me voir. Juste un petit, oui, très vite. Donc, un petit mot sur les écoles d'ingénieurs. C'est vrai que, bon, de dire une école d'ingénieur généraliste, justement, ça veut dire qu'on ne peut pas tellement généraliser. Dans une promo, il va y avoir ceux qui vont absolument vouloir suivre la spécialisation création d'entreprise. Et il y a une partie de la promo où ça leur traverse même pas l'esprit. Il y en a qui vont faire prof après. Il y en a qui font journaliste parfois. Il y en a c'est vrai que ça reste pendant les études un moment où les gens aussi se découvrent. Hein. Ils découvrent un petit peu leur caractère, ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc c'est vrai qu'on trouve vraiment un panel très complet dans une promo. Et ce qui est sûr, c'est que ceux qui font la spécialisation création d'entreprise en général sont vraiment super motivés. Et ceux qui veulent faire de la recherche, ils sont super motivés pour la recherche, etc. Voilà. Merci. Y a-t-il une dernière question, monsieur? Ce serait d'abord un témoignage et ensuite une question. Témoignage, c'est qu'il existe à Nancy l'Alliance Artem qui réunit l'école des mines, donc une école d'ingénieurs, ICN Business School, une école de commerce, et aussi l'école nationale supérieure d'art de Nancy. Donc c'est dans le sens où, et ma question arrive juste derrière, est-ce qu'il n'y a pas une révolution pédagogique qui se fait, c'est-à-dire travailler en mode projet, mais non pas dans des silos, mais de façon à avoir autour de soi des gens qui viennent d'horizons divers? Merci. Je crois que Emmanuel Jardin, vous approuvez. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui permet justement d'acquérir toute la partie culture générale qu'on ne développe pas tout le temps quand on reste quand même dans une école d'ingénieurs. Donc ça, c'est des modèles qu'on cherche à reproduire côté entreprise après en mélangeant différentes personnes. Mais si ça peut faire partie de la formation, c'est encore mieux. Merci. Écoutez, je vais commencer par remercier tous les panélistes de leurs interventions. Et je vais ensuite céder la parole à Pascal Auger qui va vous faire part du phare, de la période phare de cette première partie d'après-midi avec la remise des trophées vidéo. Donc, merci à tous.